Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai été obligée de recommencer l'introduction de la masterclass parce que j'ai oublié d'enregistrer la première partie de la masterclass. Donc, me voici en train de refaire cette introduction après avoir parlé plus d'1h15. Mais bon, voilà, ce sont les aléas du direct, ce n'est pas grave. Donc, l'amour est un jeu. Et pour être sûr de gagner à ce jeu, il faut se débarrasser le plus vite possible de ces mauvaises cartes. Et ces mauvaises cartes sont tes schémas répétitifs amoureux. L'amour est un jeu. Et pour être sûr de gagner, tu dois avoir un bon jeu. Comment briser tes schémas répétitifs amoureux? Je ne sais pas toi, mais souvent, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais constamment attirée par des partenaires émotionnellement indisponibles. J'ai été attirée par l'inaccessible. Plus un homme était froid, distant, où la relation me paraissait impossible et plus je fonçais tête baissée. Un sentiment de déjà-vu. Les relations commencent et terminent de la même façon. Je sabote inconsciemment mes relations avec des hommes bien. Qu'est-ce qu'un schéma répétitif amoureux? Un schéma répétitif amoureux, c'est quelque chose que tu répètes constamment dans tes relations amoureuses. Donc, pour reprendre la métaphore du jeu, tu as un mauvais jeu et tu penses avoir un bon jeu, mais tu finis toujours par perdre parce que tu joues constamment les mêmes cartes. Et quand tu joues constamment les mêmes cartes, eh ben, tu perds constamment. Si tu n'es pas satisfaite du résultat final, cela veut dire que quelque chose doit être modifié dans ton comportement. Quelque chose doit être modifié dans ton schéma. Donc, pendant plusieurs années, j'ai été dans un schéma répétitif amoureux. J'en avais conscience. Je lisais des articles dessus. Je participais à des conférences. Je lisais des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres. À la recherche du pourquoi, 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 pourquoi. Je me retrouve constamment dans un schéma répétitif amoureux. Personne ne semblait répondre à mes questions. Je vérifiais que ça enregistre. J'arrive pas à parler. Je vérifiais que ça enregistrait bien parce que hors de question que je refasse cette introduction, ça doit s'enregistrer. Et donc, à la recherche de mon pourquoi. Et puis un jour, révélation. Je tombe sur un article scientifique intitulé
nos premières expériences d'attachement influencent nos relations amoureuses en tant qu'adultes. Eureka, révélation, tout s'est emboîté. C'est comme si j'avais enfin trouvé la dernière pièce du puzzle. Je comprenais enfin pourquoi j'étais dans un schéma répétitif. Et je me retrouve maintenant face à vous, en train de faire une masterclass sur comment briser ton schéma répétitif amoureux grâce à ton style d'attachement. Parce que j'ai découvert que j'étais dans un schéma répétitif amoureux à cause de ma blessure d'attachement désorganisée et qui fait que j'étais constamment attirée par le même type d'homme, que je vivais constamment la même relation. Okay. Qu'est-ce que la théorie de l'attachement? Donc, la théorie de l'attachement a été développée par John Bowlby au 19e siècle, célèbre psychiatre. L'attachement, c'est un lien émotionnel qu'établit un enfant avec son parent, dit figure d'attachement ou caregiver. L'attachement, le lien d'attachement est nécessaire à notre survie, car un bébé ne naît jamais seul, il est inapte et fragile. Célèbre citation d'une personne dont je ne me souviens plus le nom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que un bébé ne peut pas se nourrir et se vêtir seul, ni réguler ses émotions. Il a besoin de son parent pour survivre. Sinon, il est destiné à mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il a besoin de son parent, c'est un besoin primaire, vital. Au même titre, le besoin d'attachement, c'est un besoin primaire et vital au même titre que de se nourrir ou de se vêtir. Lorsque la figure d'attachement répond correctement d'une manière adaptée et continue à nos besoins émotionnels. L'attachement, on développe un type d'attachement dit sécure. Donc, plus tard, dans nos relations amoureuses, nous allons avoir cette capacité à créer des relations amoureuses saines et durables. Ça a été prouvé par plusieurs études scientifiques que les personnes ayant un attachement sécure ont plus de chances que les personnes ayant un attachement insécure de développer des relations saines et durables et donc d'être satisfaits dans leurs relations amoureuses, etc. Lorsque la figure d'attachement répond d'une manière inadéquate à nos besoins émotionnels, l'attachement est dit insécure. Nous développons un attachement insécure. Donc, notre base émotionnelle est insécurisante. Un enfant a besoin de ses parents pour survivre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre figure d'attachement ne répond pas correctement à nos besoins émotionnels, mais que faut survivre? Eh bien, on s'adapte. On s'adapte, on développe des stratégies d'adaptation. Et ces stratégies d'adaptation vont créer un style spécifique d'attachement. Et anxieux, évitant et désorganisé. Et quand on a un style d'attachement, cela va impacter notre vision des relations, nos pensées, nos comportements, nos croyances, etc. et le résultat de notre vie amoureuse.
On dit toujours tes pensées créent ta réalité. Et là, je dirais, notre style d'attachement crée notre réalité amoureuse. Donc, vision, perception, pensée, pensée, croyance, comportement, réalité. Voilà. Maintenant, je vais commencer par l'attachement désorganisé. Donc, je vais expliquer ce qu'est un attachement désorganisé. Un attachement désorganisé, c'est lorsque sa figure d'attachement a répondu à ses besoins émotionnels d'une façon qu'on pourrait dire traumatique, désorganisée. En général, l'enfant a été victime d'abus, de viols, d'inceste, de violences psychologiques ou morales. L'enfant a peur de son parent, mais en même temps, il sait que sans son parent, il ne peut rien. Donc il a peur, mais en même temps, son parent, c'est sa protection, ça reste son lien d'attachement. Donc même si un enfant a peur de son parent, ce qu'on appelle une peur sans solution, se sent en danger, euh, peu importe les raisons, parfois, en tout cas, il n'y a pas de sécurité dans la relation, en tout cas au niveau de l'enfant, et ben, il doit conserver ce lien d'attachement parce que c'est pour sa survie. Donc, il est obligé. Donc, ce qui fait qu'il va s'adapter. Donc, les pensées, ce que ça dit de ce que je pense, ce que je dis de moi, ce que je pense des relations. L'amour fait souffrir. Si je suis vulnérable, on va me trahir. Si je suis vulnérable, on va me trahir. Je ne peux pas faire confiance aux gens. Personnellement, j'ai été plus jeune un attachement désorganisé. Et la phrase que je me disais continuellement quand j'entrais en relation, ne fais confiance en personne. Ne sois pas vulnérable. Ne te confie pas sur ton passé, tes blessures, etc. Ça va se retourner contre toi. Et bah, parce que j'avais peur d'être vulnérable, j'avais peur de cette trahison. Si je suis vulnérable, je pensais que j'étais faible. Et si je suis faible, on va me faire du mal. C'est ça ce que se dit un attachement désorganisé. Ok. Maintenant, la peur de l'attachement désorganisé, c'est la vulnérabilité et la trahison. Quand on a peur, on fait tout pour se protéger, pour ne plus ressentir cette peur, pour ne plus revivre cette peur. C'est un mécanisme de protection qui est tout à fait naturel. Et donc, bah, on va avoir certains comportements, certaines stratégies pour apaiser cette peur. La stratégie de l'attachement désorganisé, c'est de maintenir une certaine proximité, mais aussi une certaine distance. Joue aussi, parce que l'attachement désorganisé, c'est un mélange entre l'anxieux et l'évitant, joue aussi entre ce désir de connexion et cette peur de la connexion, cette peur d'être proche de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'en général, les attachements désorganisés, on va dire qu'ils ont un comportement contradictoire, qu'ils sont imprévisibles, qu'avec eux, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas
ou ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et donc, au niveau du comportement, ce sera fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je t'aime, je te déteste. Reste, mais pars s'il te plaît. Je t'aime ce matin, mais casse-toi cet après-midi, etc. Donc, en fait, c'est toujours, euh, il y a toujours une certaine dualité, il y a toujours une certaine contradiction. On ne comprend pas. L'attachement désorganisé, en général, c'est des gens qu'on ne comprend pas leur comportement, on essaie de déchiffrer, mais bon, c'est compliqué. Donc, moi, par exemple, dans mes relations amoureuses, souvent, j'avais un comportement complètement contradictoire et ça n'avait rien à voir avec le fait que j'aimais mon amour pour la personne. C'est que je voulais être avec cette personne, mais à un moment, quand on était trop proches, ben, en fait, ça me faisait peur, je prenais la fuite, etc. Parce que peur, qui dit proche, c'est l'attachement désorganisé, c'est peur, c'est oh là là, on va me faire du mal, etc. Je suis en danger, il faut que je fuis. Voilà. Et donc, le problème, c'est que quand on a ce genre de pensée, quand on a un attachement désorganisé, c'est que, bah, au final, ça va avoir une répercussion sur nos relations. Quelqu'un qui passe son temps à hésiter à vivre à, à casser toutes les 2 semaines, etc., c'est pas agréable. Et il y a aussi cette peur de la vulnérabilité. Donc, comme j'en ai peur, je ne me confie pas, voire je détruis la vérité et je mens pour ne pas passer comme pour une faible, etc. Et donc, j'arrive pas à créer de véritable connexion émotionnelle avec l'autre parce que, en tout cas pas d'une manière constante, parce que en fait, je ne me permets pas d'être vulnérable. Et qui dit connexion émotionnelle dit forcément vulnérabilité. L'un sans l'autre, cela ne fonctionne pas. Pour établir une connexion émotionnelle avec quelqu'un, il faut avoir été vulnérable. Et donc, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que l'attachement désorganisé, et je suis attachement désorganisé, donc je sais complètement de quoi je parle, euh, c'est du vécu, comme on dit, et donc il va se plaindre en fait de ne pas avoir créé une connexion émotionnelle avec son partenaire, alors qu'en fait, il n'a pas permis à créer cette connexion émotionnelle. Forcément, ton partenaire en face de toi, il voit que ouah, toi, tu te planifies pas, etc. Déjà, il se pose des questions et il se méfie de toi parce que bah, c'est bizarre, tu as des choses à cacher. Oui. Et donc, oui, enfin, ça crée une certaine distance émotionnelle, alors que l'attachement organisé, c'est pas du tout, il veut pas forcément créer malgré cette distance émotionnelle. L'ingrédient nécessaire pour qu'une relation fonctionne, soit solide et durable sur le temps, c'est que il y ait de la connexion émotionnelle, de la connexion mentale. Sans ça, la relation est vouée à l'échec. C'est important. Il faut de la connexion émotionnelle, c'est le gage d'une relation réussie. Ça, je le dirais toujours. Et donc, forcément, bah, l'attachement désorganisé, ressent, voit qu'il n'a pas cette connexion émotionnelle qu'il voudrait parce qu'il a quand même un désir de connexion chez lui, et bah, ça crée de la frustration, ça crée de l'amertume, ça crée du ressentiment envers son partenaire, etc. Et c'est ce qui fait qu'il est constamment dans un schéma répétitif amoureux.
constamment. Donc, pour s'en libérer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Cet attachement désorganisé. Pour s'en libérer, il faut apprendre à être vulnérable. En parallèle, faire un travail thérapeutique, évidemment, mais apprendre à être vulnérable. Et ça se fait petit à petit. Voilà. Quand on ne va pas bouffer la tartiflette d'un coup, on la mange petit bout par petit bout pour que ce soit plus facile à digérer. Donc, un attachement désorganisé, qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Se confier. Se confier. Donc, on se confie sur une chose dont on n'aurait pas osé se confier, être vulnérable, montrer des parties un peu plus intimes de soi, etc. Parler de son passé, sans forcément tout dire, mais dire des choses par-ci, par-là, etc. Commencer par appeler une amie et voilà, lui dire des choses qu'on n'aurait pas forcément dit d'habitude. Aller à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est important. Faire un travail sur sa vulnérabilité. Sur sa vulnérabilité. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment le sujet central d'un attachement désorganisé. Il y a d'autres peurs, comme la peur de la trahison, etc., qui va avec de pair avec la peur de vulnérabilité. Et en plus, ce qui est difficile avec l'attachement désorganisé, c'est qu'il a parce que sa stratégie est incohérente, contrairement à l'attachement anxieux et évitant. Voilà, l'attachement désorganisé, il est anxieux et évitant en même temps. D'où son comportement contradictoire. Alors qu'un évitant reste un évitant et un anxieux reste un anxieux. Un attachement désorganisé, il est anxieux et évitant. Donc, il alterne les deux stratégies, les deux comportements. Et donc, il y a plusieurs choses à guérir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un travail thérapeutique en parallèle. C'est difficile de guérir un attachement désorganisé par soi-même. Voilà, c'est pas avec des livres qu'on le guérit nécessairement, ni avec une masterclass d'ailleurs, même si identifier son problème, c'est le début pour trouver la solution. Donc, voilà. Je dirais que c'est tout pour l'attachement désorganisé. Malheureusement, je ne sais pas quand je me suis arrêtée avec la masterclass. Bon, à voir. Sinon, je referais. Ah, mais ça m'énerve, mais sinon, je referai. Pour l'attachement désorganisé. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si vous êtes timide, vous pouvez venir me voir en DM. Enfin, voilà. Donc, maintenant, je vais parler de l'attachement, allez, évitant, au hasard. Donc, l'attachement évitant se développe lorsque notre figure d'attachement n'était pas disponible, ne répondait pas à nos besoins émotionnels. Cela se traduit par une absence physique et ou une absence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que j'attends par absence physique? C'est que soit le père, soit la mère étaient toujours en déplacement, travaillaient trop, par exemple, euh, soit le père ou la mère était extrêmement stressé, ou alors vous aviez plusieurs frères et sœurs, vous étiez 5 6 donc ce qui fait que bah, la mère ou le père ne pouvait pas s'occuper d'un enfant
à part entière, à part égale. Voilà, ça arrive beaucoup dans les grandes familles. Donc, on voit notre figure d'attachement comme indisponible. Aussi, ce qui peut se passer, c'est que il y a une absence émotionnelle de la part de la figure d'attachement. Donc, en général, certes, le parent organise des activités pour l'enfant, aller à la Cité des Sciences, aller au cinéma, aide aux devoirs, etc. La personne est présente physiquement, mais pas émotionnellement. C'est-à-dire que lorsque l'enfant pleure, le parent, mais arrête de pleurer, t'es plus un bébé, oh là, quelle chialeuse celle-là. Des paroles vraiment très blessantes parce que c'est normal pour un enfant de pleurer ou de montrer son insatisfaction, mais le parent n'accepte pas les émotions de l'enfant et au contraire va tout faire pour pour brider les émotions ou contrôler les émotions de l'enfant. Petit aparté, en général, les hommes sont attachement évitants parce que à l'éducation et aussi à ce que la société attend d'un homme, en général, ce qui est très possible, c'est que, par exemple, la mère peut traiter un fils en ayant un comportement évitant et la fille en ayant un comportement anxieux. Donc, la mère peut ne pas supporter qu'un homme, enfin un garçon, pleure, mais par contre peut l'accepter pour ta fille. Il peut avoir une différence dans l'éducation de ses enfants. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on envoie le message à un enfant qui doit réprimer ses émotions, et bah, stratégie d'adaptation, je dois survivre parce que je ne suis pas autonome, j'ai besoin de mes parents. J'ai bien compris le message. Je réprime mes émotions. Parce que apparemment, ma mère m'aime que quand je n'ai pas d'émotions négatives. Donc, je ne pleure plus. Avec l'attachement évitant, il y a une grosse peur du rejet. Il y a une grosse peur du rejet. Et donc, il va tout faire pour se protéger de cette peur du rejet. Donc, il va utiliser plusieurs stratégies. Pour les questions, je suis désolée, mais je répondrai à la fin. Comme ça, j'évite de me disperser. Voilà. Donc, si je ne réponds pas à vos messages, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai plutôt à la fin. Voilà, merci. Et donc, où en étais-je? Et donc, oui, il y a cette peur du rejet. Donc, je vais tout faire pour maintenir sa stratégie, pour se protéger, apaiser sa peur. Quand on a peur, on fait tout pour ne plus avoir peur. Donc, maintenir une distance émotionnelle avec l'autre. Il va tout faire par divers comportements pour se distancer émotionnellement de l'autre. Car pendant mon enfance, j'ai intégré la croyance que si je n'exprime pas mes besoins, mes désirs, alors je suis aimée, je suis respectée. Et donc, en général, un attachement évitant. Qu'est-ce qui va se passer? On n'oublie pas que nos premières expériences d'attachement influencent nos relations amoureuses en tant qu'adultes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans tes relations, je n'exprime pas mes besoins à mon partenaire, j'hésite à m'engager parce que qui dit m'engager dit je vais être proche de l'autre et dit potentiellement je vais devoir me dévoiler, dit potentiellement je peux me faire rejeter. Donc, a du mal à faire
des compromis parce que je veux absolument être autonome, indépendant. Je n'ai besoin de personne parce que tout simplement, l'attachement évitant a intégré la croyance que de toute façon, même ma mère, ne peut pas m'aider à réguler mes émotions. Alors, personne ne peut le faire pour moi. Alors, je n'ai besoin de personne. L'attachement évitant, en général, c'est quelqu'un qui a été autonome très vite par rapport peut-être aux attachements sécures ou anxieux. Donc, je n'ai besoin de personne, ne veut pas faire de compromis, ne veut pas aménager son emploi du temps pour l'autre. Par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez un attachement évitant, il peut vous dire d'emblée, bah, écoute, moi j'ai ma routine de sport à 8 heures, écoute, pour moi, ma carrière pro est importante, etc. Donc c'est quelqu'un qui ne fera pas de concessions à ce niveau-là. Il veut continuer à vivre sa vie comme un célibataire, entre guillemets, même s'il vous dit qu'il il souhaite s'engager avec vous. Voilà. Donc ne se confie pas, voilà, ne parle que très peu de son passé. Euh, si il s'engage avec vous, vous allez vous demander, mais pourquoi cette personne reste avec moi, mais n'investit pas en temps, en argent, en énergie? Parce que l'attachement évitant, encore une fois, pour lui, son but, c'est de maintenir une distance émotionnelle. S'il investit du temps, de l'argent et de l'énergie, ça veut dire que sa stratégie, elle ne marche plus. Investir, c'est le contraire de se distancer. Investir, c'est se rapprocher de quelqu'un. Et lui, surtout pas, oh mon Dieu, non, non, non. L'attachement évitant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion. Sur le web, entre guillemets, on va vous dépeindre l'attachement évitant comme quelqu'un d'horrible. Non, l'attachement évitant a une vraie blessure émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il agit comme ça. Donc, moi, je suis pour qu'on ait de l'empathie pour tous les attachements, même si leur comportement ne nous conviennent pas. Donc, ce qui se passe, c'est que, et oui, aussi, pour d'autres comportements, il y en a plein d'autres, mais aussi l'attachement évitant, on verra très peu de messages, etc., appellera très peu, enfin, voilà, dirait qu'il ne veut pas d'enfants ou qu'il ne veut pas se marier, etc. Après, c'est possible qu'il change d'avis. Mais en tout cas, au début, voilà, je veux être avec toi, mais je veux quand même rester comme si j'étais célibataire. Voilà. Résultat, qu'est-ce qui se passe quand on est attachement évitant? Bah, en fait, tout simplement, je le rappelle, pour créer une relation durable, il faut un engagement. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de relation durable. C'est impossible. Donc, quelque chose manque. Et ça crée de l'insatisfaction, de la frustration. En général, l'attachement évitant, peut-être, ces couples ne dureront pas longtemps et blâmeront l'autre personne. Parce que l'attachement évitant peut être très critique aussi envers son partenaire, etc. Et il aura même tendance à avoir cette idéalisation du partenaire. C'est-à-dire que il va se concentrer sur les défauts de son partenaire au lieu des qualités, bien sûr. Et quand ça ne marche pas, son excuse, c'est mais de toute façon, ce n'était pas mon partenaire amoureux idéal. Donc, quand on est, alors c'est normal, on veut être au, au maximum avec quelqu'un qui se rapproche de son idéal. Mais quand on est rationnel, quand on a les pieds sur terre, on sait que personne n'est parfait et que donc personne ne pourra correspondre à 100% à notre idéal. La différence avec un attachement sécure, un attachement évitant à ce niveau-là, c'est qu'un attachement sécure, c'est que oui, son partenaire a des défauts, mais va accepter ses défauts. Un attachement évitant, non.
Donc, ce qui se passe, c'est que pour sortir, parce que le fait qu'on soit dans un schéma répétitif amoureux, c'est à cause de notre style d'attachement, principalement. On reproduit les mêmes relations. Donc, l'attachement évitant doit travailler avec sa peur du rejet, doit essayer de sortir de cette idéalisation du partenaire. Parce que qui dit idéalisation dit en fait personne ne correspondra à ce que ton imaginaire désire réellement. Ce n'est pas possible. Ce que je conseille aux attachements évitants, bien sûr, c'est de faire un travail thérapeutique par rapport aux blessures d'enfance, mais c'est aussi petit à petit, encore une fois, on n'avale pas tout d'un coup, bouchée par bouchée, c'est peut-être de voir l'engagement d'une autre manière. Parce qu'il a peur de l'engagement. Et de se dire, mais faire des compromis, c'est aussi ça sa peur. Je dois faire des compromis. Mais la personne en face doit aussi faire des compromis avec moi. Et est-ce que je suis vraiment légitime à la critiquer tout le temps, à la rabaisser, à l'humilier, etc. Faire aussi un travail avec ses émotions. Parce que l'attachement évitant réprime ses émotions. Débloquer ses émotions. Exprimer ses émotions. Apprendre à faire des compliments à l'autre, etc. Je te trouve belle aujourd'hui. Notez la liste des qualités de son partenaire si vous êtes déjà en couple, etc. Parce que plus vous allez vous souvenir de ses qualités et moins vous vous concentrerez sur ses défauts. Mais il y a un travail avec les émotions à faire. Apprendre à se connecter avec ses émotions. C'est hyper important parce que c'est là où ça coince avec l'attachement évitant. Et c'est pour ça que les relations ne durent pas. Ou alors, si elles durent, bah, elles sont insatisfaisantes. Voilà. Je vais juste prendre de l'eau, 2 petites secondes. Alors, maintenant, on va passer à l'attachement anxieux. Donc, l'attachement anxieux, en général, dans son enfance, sa figure d'attachement répondait à ses besoins émotionnels, mais de manière inconsistante. C'est-à-dire que l'enfant reçoit de la tendresse, de l'affection, de l'amour, etc., mais de manière inconsistante. Une semaine sur deux, un jour sur deux, etc. Donc, quand l'enfant, il a connu quelque chose, il veut à nouveau avoir cette chose-là. Parce qu'il sait ce qui lui manque. Quand il a connu de la tendresse, il veut absolument qu'on lui donne constamment cette tendresse. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que un parent soit émotionnellement inconsistant, le parent est lui-même anxieux, très stressé, d'où le mot anxieux. Ça peut être à cause du travail, peut-être une petite dépression, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'est pas tout le temps disponible. Il est disponible, mais pas tout le temps. Pas autant qu'en aurait besoin un enfant. Et donc, quand j'ai connu cette chose-là, je sais ce qui me manque, donc je vais absolument vouloir combler ce manque par tous les moyens.
C'est comme un salaire. En janvier, tu reçois 1 600 euros. Février, tu regardes ta paye, 900 euros. Tu as effectué les mêmes heures de travail, tu n'as pas eu d'absence, etc. Tu comprends pas. Et donc, tu vas faire en sorte d'avoir à nouveau ces 1 600 euros. Et ton patron, parce que ton patron t'a dit, écoute, si tu veux ces 1 600 euros à nouveau, bah voilà, travailler plus. Avec l'attachement anxieux, c'est la même chose. C'est que pour qu'on me regarde, pour que j'ai de l'attention, je vais devoir fournir des efforts. Il comprend que il est aimé. Alors, c'est toujours sa perception des choses, hein. Je ne dis pas que c'était la vérité que le parent pensait de cette manière-là, mais là, je parle bien de la vision qu'on a de sa perception qu'on a étant enfant. Ma perception, c'est quoi? C'est que je vais devoir fournir des efforts pour que l'autre ne m'abandonne pas, pour qu'il reste avec toi. Il faut que je prouve que je suis aimable, que je suis digne d'être aimée. Et donc, il y a cette peur de l'abandon qui va se créer. La question sous-jacente qu'un attachement anxieux va se poser, c'est est-ce que mon parent sera toujours présent pour moi? Et dès qu'il n'est pas présent, il faut absolument que je fasse en sorte qu'il reste. Ah, la différence avec un attachement évitant, c'est que l'attachement évitant, le parent est émotionnellement indisponible, mais d'une manière consistante. Quand il y a de l'inconsistance, ça crée de la confusion et ça crée de l'hypervigilance. Donc, on va chercher tous les signes pour savoir à quel moment la personne va nous abandonner. Le but, parce qu'il y a une peur, donc pour se protéger de cette peur, entre guillemets, et pour être sûr de ne plus revivre cette situation, c'est de maintenir une distance, non, maintenir, pardon, une proximité émotionnelle à tout prix avec le parent. Donc, l'attachement évitant, c'est maintenir une distance émotionnelle à tout prix. Anxieux, c'est maintenir une proximité émotionnelle à tout prix avec le parent. Donc, cela va se faire par diverses stratégies. Pleurer, crier, vouloir être au centre de l'attention, balancer les jouets, etc. Les répercussions qu'il y a dans sa vie amoureuse en tant qu'adulte, parce qu'il y a une peur de l'abandon, est-ce qu'on va m'aimer comme je suis? Et pour l'attachement anxieux, c'est non. Donc, constamment besoin de plaire, un besoin de plaire excessif, mauvaise estime de sa valeur personnelle, mauvaise estime personnelle, pardon, mauvaise estime personnelle. Je ne vaux rien, je ne suis pas digne d'être aimée. Et donc, ce qui va faire que, forcément, quand on pense qu'on ne vaut rien, on pense qu'on est gratuit, donc on accepte tout et n'importe quoi dans ces relations. On ne pose pas de limites. On priorise toujours les besoins de l'autre au détriment de son propre bien-être. Parce que peur de l'abandon, donc il faut que je fasse tout pour ne pas être quittée. Il faut que je fasse tout pour que la personne reste avec moi. Donc, si je ne pose pas de limites, la personne restera avec moi, puisqu'elle aura tout qu'elle désire. L'attachement anxieux pense aussi qu'on fait rester une personne avec le sexe. Voilà, si je suis bonne au lit, si machin, la personne restera, ce qui est complètement faux. Donc,
besoin constamment d'être rassuré, que la personne ne va pas nous quitter, ne va pas nous abandonner. Donc, jalousie, fouiller le téléphone, regarder les réseaux sociaux, etc. Parce que le but, c'est non, 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 il faut que je sois vigilante, que cette personne ne m'abandonne pas, ne parte pas. Comparaison avec les autres femmes. C'est quelqu'un qui va, un attachement anxieux, pardon, c'est quelqu'un qui va se sentir en danger quand la collègue de son partenaire sera jolie, etc. Parce que je pense que je n'ai pas de valeur, donc que je ne suis pas assez intéressante, que je ne suis pas assez jolie, que je ne suis pas assez intelligente, que je ne suis pas assez cultivée. On met son partenaire sur un piédestal, mais par contre, nous, on se détériore. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez dans l'attachement anxieux. Donc, il y a la dépendance affective forcément. Dès que la personne ne répond pas au SMS, on panique. Mais peut-être que la personne est avec une autre, ça y est, il ne m'aime plus, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, etc. L'attachement anxieux pense que c'est toujours elle le problème. Que c'est parce que je n'ai pas assez fait d'efforts, que je n'ai pas assez prouvé que je valais quelque chose. Il y a dans cette notion de prouver constamment, 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 constamment. Et c'est fatigant. Et c'est pour ça que l'attachement anxieux est éreinté, parce que l'attachement anxieux est persuadé que faut travailler, faut travailler, faut travailler, faut travailler pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Elle ne pense pas que être elle-même est suffisant. Bon, dans la vie, il faut toujours faire des efforts, bien sûr, mais là, c'est un niveau, voilà, il n'y a pas de limite. Donc, ce qui se passe, c'est que forcément, dans les relations, quand on est attachement anxieux, bah, le fait d'être jaloux, le fait d'être excessif, le fait d'avoir constamment ce besoin d'être assuré, le fait d'harceler, entre guillemets, bon, c'est pas tous les attachements anxieux qui harcèlent non plus, mais voilà, il y a toujours, c'est anxiogène. En fait, la relation avec un attachement anxieux peut être assez anxiogène parce que lui-même ne se sent pas en paix. C'est comme en fait, ça peut être un stress permanent et ce qui n'est pas agréable pour la personne en face. Donc, en général, voilà, on va, en fait, la peur de l'abandon avec l'attachement anxieux va se confirmer. Elle va être abandonnée, elle va être quittée parce qu'elle a créé cette atmosphère justement pour être abandonnée, sans, inconsciemment, avec son comportement, avec cette jalousie, avec ce manque cette méfiance, etc. Et c'est pour ça que l'attachement anxieux va toujours se plaindre d'être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles, qui ne sont pas prêts à s'engager. Quelque part, elle va confirmer ce qu'elle pensait des relations. Un attachement anxieux doit absolument faire un travail sur sa valeur personnelle, doit arrêter de penser qu'elle n'est pas unique, qu'elle n'est pas aimable. Une fois
que l'attachement anxieux aura fait un travail sur son estime personnelle. Elle arrivera à poser des limites, elle arrivera à exprimer ses besoins et ses désirs. Elle se sentira moins menacée par une femme plus jolie, plus intelligente, etc. parce que elle sait que elle a des qualités, elle a des talents que personne d'autre n'a. Qu'être elle-même suffit pour qu'on l'aime. Cette phase de l'enfance est passée et c'est ça qu'on doit accepter. Là, en tant qu'adulte, on a le pouvoir de reprendre le contrôle de sa destinée. Enfant, on est toujours victime. Un enfant, il dépend énormément de ses parents. Mais maintenant, on ne dépend plus de personne. On n'a plus à être dans cette stratégie pour survivre. Si la personne ne m'aime pas telle que je suis, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'aimeront. Il y a tellement de façons de rencontrer des gens. Il y a des personnes qui sont parties 3 mois au Brésil, ils ont rencontré l'amour de leur vie. Par certaines personnes, ça va être à la fac, ça va être au collège, ça va être le collègue de travail, ça va être le copain du frère, etc. Ça va être le patron, ça va être nanana, etc. Donc, ce n'est pas parce que avec cette personne, cela ne marche pas que vous êtes condamné à vivre, à, à, à vivre une vie amoureuse malheureuse. Il faut lâcher la, il faut lâcher prise. Cette personne n'est pas intéressée par moi. Cette personne ne m'aime pas. Cette personne ne me regarde pas. Cela ne veut pas dire qu'un autre ne me regardera. Il y a des couples qui se séparent. 2 ans, 3 ans après, ils retrouvent quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de fatalité. Rien n'est fixe. Et c'est nous qui nous créons notre propre fatalité. Donc, ce que je conseille à l'attachement anxieux pour débuter, bon, bien sûr, un travail thérapeutique, mais c'est d'apprendre à dire non. C'est d'arrêter de courir après des gens qui ne nous donnent pas l'heure. C'est arrêter de penser, oui, mais si je fais ça pour lui, là, il va m'aimer, là, il va changer, là, il va s'engager, on va se marier, on va avoir des enfants, etc. Personnellement, et ça, c'est ma vision des choses, bien entendu, mais moi, je préfère être avec un homme qui m'aime déjà pour ce que je suis. C'est beaucoup plus reposant. On travaille déjà toute la journée de 8 heures à 17 heures. J'ai pas envie de constamment fournir des efforts pour prouver à l'autre que oui, il doit m'aimer. C'est fatigant. On est fait aussi pour se reposer. On n'est pas fait pour avoir 2 jobs, voilà. Donc, certes, dans un couple, faudra faire des compromis, il faudra faire des efforts pour maintenir la relation, etc. Mais quand on t'aime pour ce que tu es, c'est la plus belle des relations. Tu te sens désirable, irrésistible. Tu te dis, mais si je me lève ce matin et que je ressemble à Box Dana, la personne va quand même m'aimer.
Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà été avec quelqu'un. Bon, moi personnellement, c'était mon cas. Mais par exemple, je me réveille le matin parce que j'ai les cheveux bouclés, je ressemble à rien. Clairement, clairement, mes cheveux ne ressemblent à rien. Et en fait, juste recevoir des compliments, t'es belle comme ça. Toi, dans ta tête, t'es vraiment, mais t'es aveugle. Mais c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que t'es attaché à moi. Mais donc, n'est-ce pas plus agréable? Voilà. Donc, j'ai une surprise pour toi. Que tu souhaites te libérer de tes schémas répétitifs amoureux ou que tu souhaites redonner du feu, de l'intensité à ton l'expérience de l'amour. Ceci n'est pas un simple coaching ou une simple séance d'hypnose thérapeutique. C'est une véritable expérience où je te redonne le goût de ta propre liberté, de reprendre le contrôle sur ta vie amoureuse, de prendre enfin les décisions qui sont les plus justes pour toi grâce à ton style d'attachement. Que tu sois en couple ou célibataire, le but c'est de transformer tes relations. Donc, comment cela va se passer concrètement? On va explorer tes relations passées, tes défis relationnels et tes objectifs. Donc, on va essayer de comprendre concrètement ce qui a foiré dans tes relations pour que tu évites de reproduire les mêmes erreurs, parce que si tu reproduis les mêmes erreurs, tu risques de continuer à répéter le même schéma. Tes défis relationnels, car nous avons tous des points faibles et des points forts, évidemment, un potentiel. Donc, le but, c'est de mettre en lumière tes points faibles pour que tu travailles dessus. J'ai envie de dire que tu montes en compétence dessus et ainsi améliorer tes relations. Et ton objectif, ça va être qu'est-ce que tu désires dans tes relations. Donc, par exemple, les célibataires, attirer un partenaire qui leur convienne réellement, attirer leur idéal. Et les couples, ceux qui veulent améliorer leur relation, par exemple, c'est le couple bas de l'aile ou pas forcément bas de l'aile, mais le couple est stable, on est bien, mais on cherche à avoir plus. Parce que c'est toujours mieux d'avoir plus, de maximiser le potentiel de son. Voilà. Donc, on va identifier aussi tes motivations, tes peurs, tes désirs. Voilà, pour que tu puisses les intégrer euh, dans tes relations. Si on ne sait pas ce que l'on désire, ce qui nous motive, ça va être compliqué de créer la relation qu'on désire et c'est aussi nécessaire de se libérer de tes peurs euh, qui entravent l'épanouissement et la sérénité de tes relations. Et selon ton style d'attachement, donc que tu sois anxieux, hésitant, désorganisé ou sécure. On va aussi créer des stratégies sur mesure pour justement surmonter tes peurs, tes obstacles et clarifier tes besoins et tes objectifs. Donc, toujours par rapport à ton style d'attachement, le but étant de prendre les meilleures décisions dans ta vie amoureuse. C'est uniquement ça l'objectif. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et sinon, bah, n'hésitez pas à réserver votre créneau. Donc, une fois le paiement effectué, vous allez automatiquement recevoir dans vos mails euh, des propositions de créneaux et ce sera à vous de choisir, sachant que je propose des consultations en cabinet et en visio.
en cabinet sur Paris et en visio n'importe où dans le monde. Voilà, c'est en Angleterre, en Nouvelle-Calédonie, peu importe. Et si vous êtes parisienne et que vous préférez le face-to-face, eh ben, sachez que ce sera avec joie que vous rencontre en vrai. Euh, Sinon, dans ma pratique, j'utilise l'hypnose, le coaching, la sociologie, la philosophie, toutes sortes de disciplines, toujours pour m'adapter au mieux avec vous. J'aime pas me, j'aime pas me restreindre qu'à une discipline. J'aime bien toucher un peu à tout, comme ça répond au mieux à vos besoins. Voilà. Donc, j'espère que la masterclass vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à me faire un retour. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, pour clarifier les choses, cette expérience, ces séances ne sont pas pour toi si tu veux continuer à subir ta vie amoureuse et à prendre des décisions complètement désalignées avec toi-même dans ce domaine-là. Tu ne veux pas redonner de l'aile à ton couple et tu désires rester dans ton schéma répétitif amoureux. Donc, tu désires reproduire constamment les mêmes relations amoureuses, refaire les mêmes erreurs, etc., perpétuellement, et ne pas être satisfaite dans tes relations. Donc, voilà, ce sont les 3 points pour te dire que si tu te reconnais dans un de ces 3 points, eh ben, ne prends pas mon expérience, justement, car elle n'est pas pour toi. Voilà. Je pense avoir tout dit par rapport aux attachements. Je vais revenir sur l'attachement sécure. Mais en général, les femmes sont attachement anxieux et les hommes sont attachement évitants. Concernant l'attachement désorganisé, oui, il n'y a pas de sexe spécifique, c'est autant hommes et femmes. Voilà, parce qu'il y a aussi, on peut être conditionné dû à l'éducation, dû à ce que la société attend de nous en tant que femmes et hommes. Bah, nos parents aussi vont, entre guillemets, nous former par rapport à ce que la société attend de nous, en fait. Donc, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Souvent, donc, l'attachement anxieux et l'attachement évitant vont être attirés l'un par l'autre parce que, tout simplement, ça va confirmer leurs croyances. Pour l'attachement évitant que, bah, tout simplement, que l'autre a tout le temps parce que lui, l'attachement évitant veut maintenir une distance émotionnelle. Donc, ça va confirmer sa croyance que l'autre a tout le temps besoin constamment de rechercher sa proximité alors que lui, il veut une distance. Et l'attachement anxieux, ça va confirmer sa croyance que l'autre veut tout le temps une distance émotionnelle et que l'autre est insaisissable et que l'autre ne lui apporte jamais ce qu'il désire, l'abandonne, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il te match parce que on veut confirmer sa croyance, tout simplement. L'être humain a de l'ego et son but, c'est de toujours confirmer ce en quoi il croit dur comme fer. Voilà. Et donc, l'attachement désorganisé, pour revenir dessus, c'est un mélange entre les deux, attachement évitant et attachement anxieux. Si vous vous reconnaissez dans les deux profils, sachant qu'il y a toujours une dominante, par exemple, on peut être à 90% dominante et évitante et 10% avoir un côté anxieux, voire sécure. Voilà, il y a pas de souci. Ce qui compte, c'est la dominante, c'est un spectre. C'est jamais l'un ou l'autre. Voilà, tout n'est pas forcément soit noir, soit blanc, c'est toujours gris. L'attachement évitant, si vous reconnaissez à 50-50 dans les deux, c'est que vous êtes désorganisé en général. Voilà. Et donc, vous allez osciller entre les deux comportements, les deux stratégies, maintenir
une distance, maintenir une proximité. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, je t'aime, je te déteste. Euh, euh, comment dire, pars, non, s'il te plaît, reste. Voilà. Donc il y a toujours, c'est pour ça que son comportement est contradictoire. Parce que bah, c'est compliqué de suivre quelqu'un qui pense A à 8 heures et qui pense B à 8h45. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la bipolarité, hein. Je tiens quand même à le préciser, etc. Même si l'attachement désorganisé peut favoriser l'apparition de certains troubles psychologiques, mais je m'arrête là parce que pour cela, il faut faire un test avec un psychiatre, ce que je ne suis pas. Donc, brièvement, je vais parler de l'attachement sécure et ce qu'on appelle un couple en parfaite harmonie. Donc, l'attachement sécure, c'est tout simplement un attachement qui a eu une base émotionnelle sécurisante lors de son enfance. Voilà. La figure d'attachement a répondu correctement à ses besoins émotionnels. Donc, ce qui fait qu'il va développer des relations saines et durables dans ses relations amoureuses adultes. L'attachement sécure, en général, n'a pas de mal à faire de compromis, se soucie du bien-être de son partenaire et dans l'interdépendance, donc accepte que oui, chaque partenaire a sa propre individualité, mais que nous restons dépendants l'un de l'autre. Et c'est pour ça que les deux, en général, se soucient du bien-être de l'un et de l'autre. L'attachement anxieux se soucie trop du bien-être de l'autre et l'attachement évitant, je le dirais, pas assez. Voilà, donc il y a toujours l'attachement sécure, c'est la voie du milieu. L'attachement sécure n'a pas peur de s'engager, mais n'a pas non plus peur d'être célibataire. Contrairement à l'attachement anxieux qui va de couple en couple, qui a extrêmement peur de la solitude. Voilà. Donc, oui, l'attachement sécure, ça pourrait être, oui, bon, là, j'accepte d'être célibataire pendant quelques temps, etc. Mais pourquoi pas, si je rencontre l'amour, je vais pas le refuser. Voilà. Mais il n'y a pas ce besoin pressant il y a pas ce mal-être d'être seul. Et il n'y a pas aussi ce mal-être de, oh mince, j'ai peur, il faut que je m'engage, il faut que j'aménage mon emploi du temps, il faut que je laisse de la place à l'autre, etc. Ce qu'un attachement évitant a extrêmement du mal à faire. Voilà. Et donc, il n'y a pas, enfin, l'attachement sécure a aussi peur d'être vulnérable. Enfin, peur, non, c'est un grand mot, mais entre guillemets, c'est pas facile d'être vulnérable, peu importe qu'on soit attachement sécure ou attachement insécure, mais en tout cas, euh, va quand même confier des moments intimes de lui. Il va partager sa vulnérabilité, va se confier sur son passé. Il n'aura pas de mal à pleurer devant son partenaire, à exprimer ses besoins et ses désirs, à dire je t'aime, à dire tu me plais, va, comme j'ai dit tout à l'heure, va avoir un côté plus rationnel dans le sens, oui, mon partenaire a des défauts, mais elle a aussi des qualités, donc c'est pour ça que je suis avec elle, etc. Et si, par exemple, la relation n'est pas possible, ne va pas continuer à maintenir la relation coûte que coûte, comme un attachement anxieux ou comme un attachement évitant. Ça y est, il y a un conflit, tu n'es plus mon partenaire amoureux idéal, etc., etc. Donc, c'est un juste milieu. L'attachement sécure, c'est ce que j'appelle un couple en parfaite harmonie. Les énergies féminines et les énergies masculines, on pourrait dire ça comme ça, sont équilibrées. Donc, voilà. Alors, à savoir que, surprise, avant que je réponde à des questions, j'ai décidé d'offrir une consultation avec moi. Donc, ce sera un tirage au sort et la personne qui aura gagné recevra un mail. Voilà, j'ai décidé d'offrir une consultation avec moi dont le but, ce sera bah,
de commencer à amorcer le travail thérapeutique grâce à notre merveilleux outil, l'hypnose et le coaching et le conseil, parce que tout est fait d'une manière inconsciente. Donc, quand tout est fait d'une manière inconsciente, il faut parler à l'inconscient, il faut communiquer avec l'inconscient et justement, il faut installer de nouveaux schémas inconscients. Il faut se donner la possibilité de se débarrasser de ces mauvaises cartes et d'avoir de nouvelles cartes. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour est un jeu. Pour être sûr de gagner, il faut se débarrasser le plus vite possible de ces mauvaises cartes, qui sont les schémas répétitifs amoureux, et intégrer de nouvelles cartes pour être sûr d'avoir un bon jeu. Donc, les personnes seront tirées au sort par mail, etc. Je fais 1, 2, 3, enfin voilà. Et puis, j'enverrai un message à la gagnante pour qu'on puisse se programmer cette séance. Donc, je vais répondre à la question. Oui, alors là, bonjour, c'est bizarre, je me retrouve dans un peu tout, mais il faudra que je refasse un test, nanana. Euh, oui, bah si tu te retrouves dans l'attachement évitant et anxieux, je te conseille de faire le test pour être sûr, mais en général, c'est parce que tu as un attachement désorganisé. Perso, je crois pas en l'amour inconditionnel, etc. Non, l'amour inconditionnel dans une relation n'existe pas, à part un parent envers son enfant. Ça, c'est sûr, parce que quand on choisit notre partenaire, c'est toujours sous condition. Les mecs, par exemple, donnent des notes, comment on peut trouver l'amour tel que l'on est, etc. C'est dans les contes Disney. Non, c'est pas dans les contes Disney. Où ils peuvent tromper les plus belles femmes du monde qui sont dans les nanas. La tromperie, je vais pas parler d'infidélité là, maintenant, parce que c'est pas du tout le sujet de la masterclass. Mais quand je dis on nous aime tel que l'on est, je parle pas d'amour inconditionnel. Bien sûr, pour maintenir la relation, il faudra respecter les conditions du début de la relation. C'est pour cela qu'il faut au maximum être soi-même. Aimer inconditionnellement quelqu'un, c'est ne pas voir ses défauts, ne pas faire de compromis. Un parent pense que son enfant est merveilleux. Vous avez bien vu, certains parents, leur enfant est tueur en série. Pour eux, ça a été prouvé par A et plus B. On a retrouvé du sang, son sang sur le vêtement de la femme, etc. Oui, je regarde beaucoup Faites entrer l'accusé. Et donc, et puis les parents, ils sont convaincus, non, 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 c'est pas lui, etc. Ça, c'est l'amour personnel. C'est que tu peux tuer quelqu'un devant moi, je t'aimerai toujours. C'est ça, l'amour inconditionnel. L'amour qu'un parent porte à son enfant est normalement inconditionnel. Quand on choisit quelqu'un, c'est toujours sous condition. C'est parce que tu es comme ci, c'est parce que tu as tel physique, c'est parce que tu as telle qualité, c'est parce que tu me fais vivre telles émotions, telles sensations, etc. C'est parce que tu corresponds à mes critères mentaux et que tu corresponds à mes critères physiques. Un parent ne choisit pas son enfant. Qu'il soit blond, roux, brun, avec un nez de travers, avec trois yeux, avec peu importe, un parent aimera toujours son enfant. Je dis un parent, ce ne sont pas tous les parents, mais normalement, c'est censé être un amour inconditionnel. Voilà. Quand vous choisissez un homme, vous le choisissez aussi sur des critères physiques, sur ses valeurs, sur ses qualités, etc.
Et aussi sur la personne qu'on supportera le plus. Quels sont les défauts que je vais supporter le plus? C'est aussi une question à se poser quand on se met en couple. Donc voilà. 17h17, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou sinon, bah, vous pouvez me les poser en DM ou sinon, bah, c'est que la masterclass a été assez claire. N'hésitez pas à me faire un retour. Voilà. Ce que vous avez aimé ou peut-être d'autres propositions de masterclass. Voilà, parce que cette année, je compte en faire pas mal. Et je vous enverrai le replay dès que ce sera disponible. Comme ça, vous pourrez la réécouter en prenant des notes. Voilà, c'est toujours important de prendre des notes. Ouais, ok. Putain, je comprends pas. Ok. Bon, je vous laisse. J'espère que la masterclass vous a plu. Et ceux qui ne me connaissaient pas, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Luna Idil. Je suis beaucoup en story ou sur mon site internet Symphonie Hypnotique. Ou même la semaine prochaine, le 28 janvier, non pas le 28 janvier parce que c'est aujourd'hui, le 3 février au salon Bien-être et médecine douce à 13h30 avec le même titre, Comment arrêter de reproduire son schéma répétitif amoureux. Voilà, de rien, avec plaisir.